Mesdames et messieurs, bienvenue au Pavillon de l'Arsenal. On est très heureux de vous accueillir ce soir pour cette conférence. Avant de laisser la parole à l'architecte, j'aimerais remercier celles et ceux qui ont permis cette conférence, en particulier Elke Mittemann, qui est la directrice de la Maison d'Architecture Centre Val-de-Loire, juste à côté de moi. Et puis évidemment le soutien de la société Equiton, qui a permis l'organisation, la faisabilité et la venue de Kengo Kuma. Très bonne soirée à tous. Je laisse Elke Mittemann qui veut dire un petit mot avant de passer par le Kengo Kuma. Merci beaucoup, Alexandre. On est très heureux. Merci beaucoup pour avoir ce partenariat en tant que maison de l'architecture du centre avec le pavillon de l'Arsenal. Et encore un grand merci à l'Equiton pour le soutien. Et merci beaucoup, Kengo Kuma, d'être venu pour cette conférence, d'avoir accepté cette conférence de ce soir. Et que je profite de vous féliciter encore une fois pour le lauréat du Global Award de Sustainability que vous avez reçu hier et que je pense que c'est une très belle transition pour introduire maintenant le travail et notamment le projet Nest We Grow. Merci d'être venu. Merci. Je vais vous parler de pas mal de mes projets aujourd'hui, mais ce que je voudrais que vous compreniez avant de les voir, c'est que le fil conducteur de tous ces projets, c'est que l'architecture, c'est un ensemble de petites unités. C'est de remettre ensemble des petites unités. Je crois que ces petites unités, en fait, sont en circulation permanente dans l'univers et que dans ces petites unités, on peut aussi considérer que les hommes et que les éléments, que tout ceci participe de la circulation dans l'univers. Et en fait, cette pensée est très proche, ce qui articule mon œuvre, c'est très proche de la pensée du philosophe Bruno Latour, que vous connaissez peut-être, qui a créé, qui travaille dans le cadre de ce qu'il appelle le ANT, A-N-T, qui est le Actors Network Survey, et qui démontre que l'univers est fait de particules qui circulent sans cesse, et que dans ces particules, il y a les agents, c'est les agents actors ou les agents, qui sont soit les êtres humains, soit les animaux, soit la nature, soit les petites unités de l'architecture. Et tous ces petits éléments, dont sont les hommes et les animaux, font partie, circulent. Et donc, ma pensée avec ces petites unités, l'architecture rentre dans cette circulation. Et j'ai été renforcée, j'avais déjà cette approche, l'architecture est une composition, une réunion de petites unités, et j'ai été renforcée dans cette approche à la suite du grand tremblement de terre qui a eu lieu il y a 5 ans dans le nord-est du Japon. Et dans la mesure où j'avais fait, voilà, vous avez une vue de Ishinomaki. Ishinomaki est à proximité de la centrale de Fukushima, et c'est là où j'avais fait un bâtiment, et je suis allée voir dans quel état était ce bâtiment. J'y suis allée 2 semaines après le tsunami, tremblement de terre et la catastrophe nucléaire, c'est-à-dire 2 semaines après le 11 mars. Et ce qui m'a frappé quand je suis allée à Ishinomaki 2 semaines après la catastrophe, c'est que vous voyez très bien qu'en haut de la colline, il y a des petites maisons qui ont très bien résisté. Ce sont des maisons de bois qui ont été construites peut-être il y a 50, 60 ans. Elles ont très très bien résisté. Alors que les gens du XXe siècle qui s'étaient persuadés que le béton était très résistant, pouvait résister à tout, ils ont construit sans hésiter des bâtiments à proximité de la mer, et tout ça a été balayé, démoli, déconstruit. Et donc la sagesse des anciens qui connaissaient qui avaient peur de la nature, qui reconnaissaient la force de la nature, ont trouvé des bâtiments qui s'adaptaient à toutes les catastrophes et qui pouvaient résister. Et vous voyez, c'est pour ça qu'ils faisaient des maisons de bois qui résistaient très bien. Et vous voyez que ces maisons de bois se fondaient dans la nature, les bois, la forêt. Et vous voyez que tout cela constitue un ensemble où les petites unités circulent et savent résister à ce moment-là à toutes les pires catastrophes. Je vais vous montrer maintenant le bâtiment que j'avais construit pour Ishinomaki, pour cette ville, qui a résisté au tremblement de terre et au tsunami. Je l'ai construit sur le bord de ce canal, et j'ai fait exprès que l'on ne puisse pas le voir, donc je ne peux pas c'est difficile, il faudrait que je vous montre. J'ai fait un maximum d'efforts pour qu'il ne soit pas visible.
Je voulais faire un bâtiment qui ne se voyait pas, qui n'était pas quelque chose qui allait s'affirmer contre la nature, c'est plutôt quelque chose qui allait se fondre dans la nature et qui allait se fondre dans le courant de la nature. Donc le bâtiment à droite qui est en béton a été balayé par le tsunami, alors que le bâtiment que j'avais fait était fait pour se fondre dans la nature, et c'est pour ça que, s'étant bien fondu dans la nature, il n'a pas été détruit, il a survécu, il a résisté. À proximité de Fukushima, il y avait aussi un autre de mes bâtiments que j'avais réalisé, c'était le musée de Hiroshige. J'aime beaucoup Hiroshige parce que pour moi, il m'a donné beaucoup d'inspiration. C'est un auteur d'estampes japonaises. Et la particularité des estampes japonaises, c'est que l'on fait, vous savez que c'est des superpositions de couches de couleurs et de gravures, mais il représente la pluie avec la chute d'eau verticale et le bois qui est une construction humaine. Donc la nature est une représentation, une fabrication, une réalisation humaine. Et en Occident, on sépare ce qui représente la nature de ce qui a été l'œuvre de l'homme. Et dans les estampes japonaises, au contraire, c'est une fusion entre les éléments naturels et les éléments artificiels qui sont du fait de l'homme. Le pont en particulier. C'est encore un exemple de Hiroshige, la nature et l'homme. Donc vous voyez ici, c'est une reproduction d'une estampe de Hiroshige par Van Gogh, et vous apercevez que même s'il l'a revendiqué comme une copie de Hiroshige, vous apercevez qu'il n'a pas réussi à rendre cette fusion de la nature et de l'artificiel, c'est-à-dire la fabrication de l'homme. Et là, c'est une représentation d'une œuvre de Frank Lloyd Wright. Et vous voyez que Wright disait lui-même aussi qu'il était très impressionné par Hiroshige et qu'il a essayé de reproduire cette fusion de la nature avec l'architecture qu'il a vue dans Van Gogh, qu'il a vue dans Hiroshige. Ça, c'est le musée de Hiroshige réalisé par M. Kuma. Donc vous voyez que, quand vous allez voir le musée, vous verrez que c'est des petites unités qui ont été assemblées ensemble, et non seulement elles sont assemblées ensemble, mais elles sont réalisées dans un bois qui a été prélevé dans la forêt contre laquelle le musée est adossé. Et ce n'est pas seulement le bois que j'ai récolté localement, c'est aussi les pierres, quand j'ai utilisé de la pierre, ou le papier qui était vraiment local. Donc là, je reviens à cet inspirateur, à M. Latour, qui parle des acteurs. Les acteurs, en fait, tous les acteurs qui participent à la réalisation de cet objet architectural, tous les acteurs venant du village, des alentours, circulent très naturellement dans cet ensemble, dans ce lieu. Alors le bambou est un matériau très difficile à utiliser parce qu'il se casse facilement ou il éclate. Et pour le consolider, j'ai trouvé un système où on coule du béton à l'intérieur du bambou en creusant les nœuds et en faisant couler du béton. Ensuite, entraîné par le bambou, j'ai relevé un défi d'aller construire un pavillon en Chine, à côté de la Grande Muraille de Chine, et un pavillon entièrement en bambou. J'ai voulu faire comme pour la Grande Muraille de Chine, qui a respecté au maximum la topographie des lieux, la topographie locale. Je n'ai pas voulu mettre à plat le lieu où j'allais construire ce pavillon. J'ai plutôt fait épouser au pavillon la forme de la topographie. Et voilà ce que ça donne. J'ai respecté le plus possible la forme. Et en fait, c'est une salle de pavillon, c'est un pavillon de thé en fait. Et l'endroit où l'on boit le thé, en fait, c'est très symbolique pour toute l'Asie. C'est un lieu où on échange avec les gens, mais surtout avec la nature. Donc c'est encore cette référence à la circulation des petits éléments avec la nature et avec l'homme, la nature, l'architecture, qui doivent tous participer de ce cercle. De cette circulation. À vrai dire, aujourd'hui, je suis absolument épuisée parce que je suis passée par l'Amérique latine pour venir ici. Enfin, j'ai vraiment fait le tour du monde et j'avais des choses à faire. Et donc, je suis arrivée absolument épuisée. Et en arrivant, j'ai bu du thé. Et ça m'a donné ce contact avec la nature, du thé qui vient de Chine. Et ça m'a redonné une nouvelle vie, revivifiée. L'autre élément auquel j'attache beaucoup d'importance, c'est le bois.
Mais alors pas le bois énorme, les poutres. Je vais aussi jusqu'à l'utilisation du bois en tout petits éléments et les plus petits possibles pour essayer de voir les meilleures combinaisons possibles pour que ces petites unités peuvent rejoindre le flux de l'univers. Donc Chidori, en fait, ça veut dire un millier d'oiseaux. Et c'est un jeu d'enfants au Japon et c'est reproduit avec des assemblages de petits morceaux de bois, enfin des jeux de construction, qui est très pratiqué au Japon. Et c'est un bâtiment que j'ai construit à Milan et qui est en utilisant ce principe de base du jeu des enfants avec des constructions, tout petits morceaux de bois. Le Chidori, c'est donc un système de joints très particulier. J'ai utilisé ce système-là pour... voilà, il est montré. C'est un bâtiment, c'est un édifice qui s'approche de mon idéal, c'est-à-dire on n'utilise ni clous, ni colle, ni aucun, c'est uniquement une question d'assemblage de petits éléments. Et voilà ce que ça peut donner, une grande structure. Donc en fait, c'est un système, c'est un jeu d'assemblage pour les enfants, donc les enfants adorent venir et puis ils peuvent même en rajouter s'ils veulent. C'est très démocratique. Avec ce système d'assemblage particulier, j'ai fait un musée de 10 mètres de haut. Je n'ai absolument pas utilisé de grandes poutres, de grandes pièces de bois, uniquement avec ces petits systèmes de petits assemblages de 6 cm sur 6 cm, avec la découpe qui permet d'assembler sans clous, sans colle, et voilà ce que l'on peut réaliser avec ce système. Alors j'ai un peu agrandi ce principe pour en faire un pont. Voilà, c'est un pont de bois. Normalement, quand on fait un pont en bois, on utilise des poutres de 1 mètre ou 2 mètres de long. Mais dans le village où on devait construire ce pont, il n'y avait pas d'usine qui permettait de construire les poutres appropriées de 1 mètre ou 2 mètres. Et le maximum qu'ils pouvaient faire, c'était des poutres de 30 cm de longueur, pas plus. Oui, des épaisseurs de 30 cm. Et je me suis bien entendu avec les gens du village qui étaient absolument enchantés que j'ai respecté, que j'ai utilisé du bois local et que j'ai travaillé avec une usine du lieu et j'y allais tous les ans et ils m'ont demandé à ce moment-là de faire un marché qui est une espèce de marché boutique dans le même village avec le même principe. Et en fait, c'est un village qui s'enorgueillait du fait qu'il était sur une route très passante au Moyen-Âge et ils avaient 60 petits pavillons de thé comme ça, où ils offraient du thé aux voyageurs, aux pèlerins, aux voyageurs qui passaient par là. Et il reste encore pas mal de ces pavillons de thé avec des toits de chaume. Et c'est leur fierté, c'est la fierté des gens du village. Et là, c'est un hôtel qui est fait en utilisant du chaume. Ça aussi, c'est des petites unités, parce que vous voyez que si une unité pourrit ou s'abîme ou est détériorée, on peut très bien les substituer, les remplacer. Et c'est ce principe toujours de la petite unité échangeable qui permet le flux, la circulation. Après, on a eu un autre client qui était un client un peu différent des clients que nous avions. C'est un grand client américain dont vous avez vu le nom là tout à l'heure. Et il m'a passé une commande et j'ai fait sa commande avec les petites unités. Toujours. Ça, c'est pas un bâtiment que j'ai fait. Hein. C'est le sanctuaire à proximité duquel j'ai fait le café Starbucks. En fait, le Starbucks, c'est dans l'allée qui mène au sanctuaire et c'est une allée très fréquentée. Et donc, je leur ai fait un café en leur disant que ce sera avec des petites unités. Alors ça, ce n'est pas du interior design, ce n'est pas non plus une décoration, c'est vraiment ce qui soutient le bâtiment. C'est fait avec des petites unités. Je crois que vous voyez que ces petites unités qui coulent comme ça, qui coulent, représentent le monde. Donc ça, c'est une boutique de gâteaux à Tokyo. Et au lieu d'utiliser les petits éléments de façon horizontale, je les ai mis cette fois-ci verticaux. Donc tous ces éléments sont toujours la coupe de 6 cm sur 6 cm et ils sont utilisés, enfin ils s'imbriquent les uns dans les autres et je n'utilise jamais ni colle, ni clous. C'est leur imbrication qui les fait tenir ensemble et qui soutient l'escalier. C'est de l'assemblage du diable, ou l'assemblage démoniaque, on appelle ça en japonais, Jigoku Kumi. Et c'est parce qu'une fois qu'ils sont assemblés, on ne peut plus les détacher. C'est un système d'assemblage. Donc cet assemblage démoniaque, je l'ai apporté à Paris, c'était dans le pavillon, dans les Tuileries l'année dernière. Ça s'appelle Yurei.
C'est peut-être à cause de l'utilisation de ces petits éléments que le tremblement est possible. Si on utilisait des grandes poutres, ça ne marcherait pas. Donc une chapelle de mousse et de birch, c'est Shirakaba. Peuplier, non, Shirakaba, bouleau. Alors là, c'est la fameuse chapelle, c'est le chemin d'arrivée à la chapelle. Donc vous voyez les bouleaux, et puis la décoration, là, les chœurs, c'est l'artiste qui a réalisé la station du Palais Royal, je ne sais pas son nom. C'est le même artiste français qui a fait ces chœurs. Vous voyez sur le plan que la topographie, enfin dans le plan de la chapelle est tenue. La chapelle est construite au milieu d'un bois de bouleaux. Les bouleaux servent de délimitation des murs. Les murs sont en verre, ils sont coulissants. Et donc, la chapelle peut être entièrement ouverte sur l'extérieur ou fermée en fonction du temps. Et on ne sait pas ce qui est dedans et ce qui est dehors. Donc, vous voyez qu'à cause de l'existence de ce verre invisible, finalement, les gens qui viennent dans cette chapelle ne savent plus s'ils sont dans la nature ou s'ils sont dans un espace artificiel construit. Et il n'y a pas de séparation. Donc c'est toujours ces fameux éléments qui circulent, l'homme. Donc un autre exemple de cette recherche de la construction par petites unités, c'est dans le centre de Tokyo, à Asakusa. C'est un temple très connu. Donc voilà, ça c'est le plan du temple. Le temple est tout au fond de cette allée. C'est une allée commerçante qui mène au temple. Les marchands du temple, c'est pas seulement dans d'autres pays. Voilà, au Japon aussi. Donc vous entrez par là, et puis là, tous ces petits toits que vous voyez, c'est des petites boutiques dans lesquelles on vend des souvenirs, parce que ce temple est le temple le plus fréquenté de Tokyo, et il y a des visiteurs de tout le Japon qui s'y pressent depuis l'époque de Edo, c'est-à-dire depuis le XVIIIe siècle. Et moi, personnellement, j'adorais, quand j'étais petit, venir dans ce quartier, fureter dans les petites boutiques. Les petites boutiques, vous voyez, c'est tout ça, c'est des petites boutiques minuscules. Et c'est un peu ça que je recherche, revenir le plus possible à des unités de taille humaine. Donc voilà, la question c'était de faire un centre de tourisme pour les touristes qui venaient, d'information pour les touristes qui venaient visiter ce temple. Et le bâtiment devait avoir au maximum 40 mètres. Et au lieu de faire un grand bâtiment de 40 mètres en béton, j'ai voulu faire une superposition de petites maisons qui se superposaient les unes sur les autres pour arriver à cette hauteur de 40 mètres. Voilà, ça c'est la réalisation. Et de tout en haut, on a une très belle vue. Voilà, et tout le revêtement extérieur, c'est du bois, là, et du bois et du verre. Et donc, à l'intérieur, vous voyez, les plafonds sont en bois, en poutre de bois. Donc, on a vraiment la sensation d'être dans un élément très naturel, un environnement naturel. Là, c'est l'hôtel de ville d'une petite ville de province. Et vous savez très bien, les hôtels de ville, souvent, c'est imposant, c'est grand. Mais là, je voulais que ce soit un assemblage de petites unités encore. Et alors, pour indiquer que c'est un endroit dans lequel il faut circuler, j'ai gardé, c'est écrit Doma. Doma, ça veut dire la pièce en sol, le sol naturel, c'est-à-dire c'est de la terre. Le doma, ça veut dire en japonais la pièce de terre. C'est-à-dire que vous croyez que les maisons japonaises sont toutes... le sol des maisons japonaises est recouvert de tatami. Eh bien non, il y a les parties en tatami qui sont les parties effectivement d'habitation où on dort, où on reçoit les amis. Mais il y a aussi la doma, qui est très importante dans les maisons traditionnelles. C'est la pièce de sol où le sol est en terre et où on fait les circulations d'une pièce... Enfin, d'un univers à l'autre. C'est là aussi où on fait la cuisine et c'est la pièce où on se réunit autour du feu central. C'est plutôt là où on fait la cuisine, qui mène aussi au bain, par exemple. Donc le doma, c'est le cœur de la maison, en fait. Donc dans l'hôtel de ville, j'ai tenu à garder cette doma, cette pièce de terre, enfin pièce au sol de terre, en terre. Et comme j'ai fait un assemblage avec pas mal de bois aussi, finalement, les gens, d'habitude, ne vont pas très fréquemment à l'hôtel de ville, sauf s'ils ont des bonnes raisons d'y aller. Et là, c'est tellement agréable d'avoir ce doma et cette présence du bois que maintenant, c'est un lieu de réunion, de rencontre. Les gens viennent flâner, même s'ils n'ont rien à faire à l'hôtel de ville. Et la population de cette ville, finalement, c'est 250 000 habitants. Mais finalement, c'est un lieu tellement agréable qu'il y a plus de 1 200 000 personnes qui viennent chaque année
visiter, se promener. Et là, c'est la fabrication traditionnelle de cette région, c'est la soie. Et la soie teinte de couleur naturelle, là, c'est la soie teinte au kaki. Kaki, c'est le... Enfin, c'est le fruit parsimone, j'ai oublié. Plaque minier. Donc c'est teint au kaki. Et tous les habitants de la région voulaient absolument qu'on utilise les produits de la région, donc ils nous ont apporté. Et là, donc, on a utilisé la soie produite et teinte dans la région pour recouvrir les guichets sur lesquels les fonctionnaires de la ville reçoivent les usagers. Donc j'ai appliqué ce principe de la petite unité aussi et l'utilisation de matériaux locaux à une réalisation que j'ai faite en France, à Besançon, la Cité des Arts et de la Musique. Et j'ai utilisé tout le bois de la région, le savoir-faire de la région. Donc ça, c'est le toit de l'auditorium et c'est des petites unités qui ont tissé le toit de cet auditorium qui représente des nuages. Ça, c'est un projet de Marseille, le FRAC de Marseille. C'est avec des petites unités de verre émaillé, produit en France d'ailleurs, et qui représente le miroitement de la mer et des nuages. Une autre personne qui m'a impressionné ou influencé, c'était Malraux, dans les années 50, quand il a parlé de son rêve de musée sans murs. Et moi, j'essaye de faire des murs qui ne soient pas des murs, faire des édifices sans murs, ou des murs faits de petites unités qui cassent la lourdeur d'un mur. Bon, j'ai été chargée d'une partie de la rénovation des entrepôts McDonald's et là, vous connaissez ces entrepôts qui étaient construits avec des murs bien imposants comme on faisait dans les années 70 en béton. Et là, j'ai voulu refaçonner cet espace avec des murs légers et des petites unités. Et là, je faisais avec des panneaux Eternit. Je salue les gens d'Eternit qui sont ici ce soir. Et avec des panneaux d'Eternit, cela permet d'alléger les murs que je dois faire. Là, j'ai utilisé, par contre, comme c'était à Paris, un hommage à Paris, aux toits de Paris, les toits de Paris en zinc. J'ai utilisé les structures verticales en zinc. Et puis, sous le toit, les avancées là, c'est en bois. Voilà, j'essaye le plus possible d'utiliser des matériaux qui sont utilisés soit dans la région, soit dans la ville en question. Une sorte d'hommage. Alors là, vous allez avoir un scoop, puisque c'est le futur stade olympique de Tokyo, qui est en cours de dessin en ce moment. Et ce sur quoi nous travaillons, c'est bien sûr que l'espace doit être grand, puisque c'est un stade olympique, mais nous essayons de travailler le plus possible pour pouvoir faire un assemblage de petites unités. Nous sommes en train de travailler sur le design. Donc il y aura 50% du matériau qui sera utilisé pour la réalisation de ce stade, ce sera du bois. Et nous voulons utiliser le bois qui sera le moins cher à se procurer, c'est du bois de 10 cm de large et 3 cm d'épaisseur. Et nous allons utiliser ces éléments de bois. Alors le Japon, comme vous le savez, est un pays qui est très boisé, puisqu'il y a presque 70% de la surface du Japon sur des forêts primitives et primaires. Et donc il y a plein de Japonais, du Japon entier qui viennent me voir et qui disent « Je vous en supplie, utilisez du bois de mon jardin, utilisez du bois de chez nous. » Et en fait, ce sera un assemblage de bois de toutes les régions, de tous les arrière-cours du Japon. J'essayerai de satisfaire le plus possible de ces demandes. Donc la taille est importante, le bois est important parce que je me suis inspirée de cette pagode très ancienne qui date du 7e siècle et qui est toujours, qui a bon pied, bon oeil, qui est à Nara. Et qui, en fait, pourquoi elle a tenu aussi longtemps, c'est qu'en fait, bon, il y a des toits superposés, comme dans toutes les pagodes, mais le toit d'en dessous est protégé partiellement par le toit du dessus. Et puis, quand il y a un élément qui est pourri, ou on peut toujours le changer. Donc, c'est un peu ce principe que je veux utiliser pour le stade national. Là, c'est un autre élément que j'aime bien utiliser. J'ai voulu essayer de voir comment on pouvait faire pour faire un bâtiment en tuiles. C'est en Chine et voilà, c'est des tuiles de toit. Enfin, pourquoi j'étais attirée par les tuiles, c'est quand j'étais en Chine, parce qu'au Japon,
Les tuiles n'ont aucun intérêt, elles sont faites à la machine, elles sont faites en usine, elles ont toutes les mêmes couleurs, les mêmes tailles, et elles sont... Parce qu'en Chine, elles sont encore faites à la main, elles sont cuites une par une, enfin, elles sont cuites comme des poteries, et il y a une grande variété de nuances, de formes, de différences, et c'est pour cela que j'ai été très attirée d'utiliser. Celle du Japon ne m'intéresse pas, mais celle de Chine, c'est très intéressant. C'est des petites unités qui restent petites unités, même quand elles sont dans un grand ensemble. Et puis de même pour ce cheminement, là, c'est en bois, mais le bois est fait de différentes origines, et c'est cette richesse de variété qui me plaisait, et j'aime beaucoup ça. Alors on revient en Europe, et c'est à Grenade, et c'est l'Opéra de Grenade. En fait, c'est un projet que j'ai remporté la compétition, le concours en 2008, mais comme l'Espagne ne va pas très bien, le projet n'avance pas très vite, mais voilà, c'était le projet qui a gagné le concours. Alors là, c'est par exemple, Grenade est une ville marquée par l'architecture arabe, et l'architecture arabe est très à la fois géométrique, mais avec une grande souplesse. Ce n'est pas basé sur l'angle droit. C'est un angle à géométrie variable. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est la souplesse de cet aspect géométrique de l'architecture arabe. En fait, j'ai voulu essayer de refaire les alvéoles d'une grenade. Et c'est une salle qui doit accueillir 1500 spectateurs. Et je fais des alvéoles qui regroupent 50 spectateurs pour qu'ils aient un sentiment de proximité, de chaleur humaine, plutôt que d'être dans une immense salle avec 1500 personnes. C'est la même pensée qui m'a animée quand j'ai fait le projet de la station de métro, du futur métro circulaire autour de Paris, à Saint-Denis-Pleyel. Donc j'ai construit une espèce de colline dans laquelle il y a le flux humain qui va pouvoir monter, descendre, un peu comme un flux naturel d'eau. Et j'ai fait cette colline, voilà, c'est ça qui m'a inspirée. C'est la nature avec des petites unités qui sont marquées par ces extérieurs en bois. Donc c'est une circulation, là, il y a verticale dans la station de métro à Saint-Denis. Alors qu'un autre projet parisien, enfin à côté de Paris, à Boulogne-Billancourt, c'est le musée Albert Kahn, et ça, c'est les petites particules circulation horizontale. Alors le musée Albert Kahn est caractérisé par il y a un jardin japonais, et c'est aussi une espèce d'intégration du bâtiment dans le jardin japonais. Ça, c'est un projet à Chamonix. C'est un siège social d'une entreprise, un bureau, des bureaux, de la société Blue Ice. Ça, c'est en Écosse, une succursale du musée Albert et Victoria de Londres, mais qui est en Écosse. Bon, l'aspect est assez rébarbatif. Celui de Londres est assez rébarbatif. C'est vraiment le pays dominant, c'est très imposant. Alors que là, j'ai voulu faire fondre le musée dans l'environnement local écossais. À proximité du musée, il y a les falaises écossaises qui sont faites. Vous voyez, c'est pas un bloc comme une falaise de craie monobloc, c'est plutôt des strates. Et on a vraiment l'impression que c'est des petites unités horizontales qui se sont superposées. Et j'essaye de reproduire cela dans la succursale écossaise de l'Albert et Victoria Museum. Alors il y a des grands projets, je viens de vous parler des grands projets, mais aussi il y a des petits projets qui sont et dans les petits projets, j'aime beaucoup les petits projets parce que tous les détails comptent encore plus. Ça c'était en Italie et c'est de la pierre italienne. C'est la même pierre qui est utilisée dans les Apple Store, mais qui est utilisée de manière solide. Et moi j'utilise cette pierre avec une épaisseur de 1 cm et de façon à lui rendre une espèce de non seulement légèreté, mais un peu de transparence. Donc j'ai fait la même chose avec de l'aluminium cette fois-ci. Ça, c'est au Japon. C'est un jeu de cartes, comme un jeu de cartes. On peut ajouter, soustraire, on peut continuer la construction. Et c'est très très solide, malgré les apparences. Et grâce à ce système de joints, ça ne bouge pas. Ça, c'est vraiment... c'est les étudiants qui ont réalisé ça. C'est uniquement les étudiants. Donc ça, c'est les étudiants qui sont en train de construire
Donc là, on peut faire tout. Là, c'est une cuisine, on peut faire la chambre à coucher, le lit, tout ça avec cette même unité de base. C'est un peu le principe de la cellule humaine qui fait notre corps humain, c'est-à-dire que ces cellules mises ensemble peuvent faire soit un organe vital comme le cœur, soit peuvent faire un poumon, soit peuvent faire... C'est le principe de mise ensemble de cellules. C'est en Italie, ça. Donc ça, c'est la structure qui est faite en tile. Alors là, j'ai fait un nuage qui était fait donc de céramique et de piliers d'acier. Alors en Europe, on utilise beaucoup, enfin on peut utiliser la céramique pour faire des carreaux céramiques, pour faire comme Gaudi a fait, pour la façade. Mais moi, j'utilise le carreau céramique tel quel et réuni par des piliers ou des colonnes en acier. Ça, c'est un pavillon qui est fait par K et K, c'est-à-dire K de Kuma avec Krug, le champagne Krug. Donc, Kuma pour Krug ou Krug avec Kuma. Donc, c'est en parlant avec Olivier Krug, le patron de Krug, que j'ai appris que le champagne pouvait se boire à différentes températures. Quand il était froid, on le buvait, ça accompagnait très bien le poisson, et quand il était chaud, alors j'étais très surpris, j'avais jamais pensé qu'on pouvait boire du champagne chaud. Mais quand il était chaud, on pouvait accompagner la viande très bien. Donc j'ai fait une architecture sur le thème de la température. Alors j'ai fait une architecture avec un matériau qui gardait la mémoire de la forme, et qui changeait sa forme en fonction de la température. Voilà le pavillon que j'ai réalisé avec ce matériau qui garde la mémoire des formes. Donc ce matériau garde la mémoire de la température aussi, de la forme. Donc quand la température s'élève, il prend cette forme ronde, et quand la température baisse, il s'abaisse et il s'affaisse. En fait, c'est une exposition qui a eu lieu au MoMA qui m'a donné l'inspiration de cette utilisation. Et c'était sur le delivery, la livraison. Et en utilisant ces polytanks, ces réservoirs multiples, j'ai eu l'idée de faire les bâtiments que vous allez voir. Ça, c'est le polytank, enfin, c'est le réservoir multiple, multiple, que j'ai dessiné moi-même. Donc, il y a des bouchons aux deux extrémités et on peut mettre de l'eau à l'intérieur. J'aime vraiment beaucoup ce qui circule, y compris l'eau, bien sûr. Donc, avec ces polytanks mis les uns avec les autres, on peut faire circuler de l'eau. Voilà, la circulation naturelle. Donc, voilà, le collecteur de chaleur qui est avec des panneaux solaires réchauffe l'eau et l'eau circule et chauffe la maison. L'architecture du XXe siècle, c'était une architecture où il y avait les murs, il y avait les canalisations qui faisaient pour les circulations, et puis il y avait les meubles. Et maintenant, on peut passer à une architecture qui est beaucoup plus proche de la cellule humaine, où chaque cellule peut assurer à la fois la protection, la circulation des liquides, des fluides, et puis les objets nécessaires. C'est le principe de l'architecture corps humain. Vous voyez, il y a un lit, là, en bas à droite, et vraiment, c'est fait en polytank, en polyréservoir, et on peut très bien vivre dans un univers comme ça, et ça devient un univers cellulaire, corporel humain. Alors, bon, pour protéger ces polytanks, il y avait une membrane, et cette membrane m'a beaucoup intéressée, donc j'ai fait d'autres choses avec ces membranes. Ça, c'est un bâtiment qu'on peut faire en 15 minutes. Donc, dans ce bâtiment que l'on réalise en 15 minutes, on peut faire une cérémonie du thé, par exemple. Le concept, c'est le parapluie. Donc, un parapluie multiplié par 15 personnes qui portent un parapluie peuvent faire des abris temporaires. Par exemple, en ce moment, à Kumamoto, au Japon, vous savez qu'il y a des tremblements de terre et que personne ne veut rester chez soi, de peur que la maison s'effondre. Donc, il suffit de se réunir à 15 pour faire, avec des parapluies, 15 parapluies, on peut faire un abri temporaire. Donc ça, c'est les étudiants qui ont réalisé cet abri, et ils l'ont fait avec 15 parapluies. Et avec ça, ils peuvent soit faire des parties, des réceptions, des fêtes, soit éventuellement dormir. 15 personnes peuvent facilement dormir dans cet espace réalisé avec 15 parapluies. En fait, le principe de ce bâtiment, c'est la ten sécurité, c'est-à-dire c'est la tension de ces 15 parapluies. 15 personnes peuvent facilement dormir dans cet espace réalisé avec 15 parapluies. En fait, le principe de ce bâtiment, c'est la ten sécurité, c'est-à-dire c'est la tension de ces 15 parapluies. En fait, le principe de ce bâtiment, c'est la ten sécurité, c'est-à-dire c'est la tension de ces 15 parapluies
Pareil, vous comprenez comme ça, pleine sécurité, la tension, la sécurité par tension. Alors maintenant, on va vous parler du projet qui nous réunit ce soir, qui est le projet qui est réalisé à Hokkaido, dans la prairie de Memu. C'est une fondation qui a acheté un grand terrain, enfin un grand pâturage à Hokkaido. Hokkaido est plein de pâturage, pour les chevaux en particulier ou les vaches. Et cette fondation a acheté un très grand terrain pour pouvoir y faire construire des expériences d'architecture sustainable, durable. Donc c'est moi qui ai réalisé le premier projet dans cette... Et en fait, mon premier projet dans ce grand pâturage, ça a été ces maisons qui sont réalisées en feuilles de bambou. Et j'ai eu l'idée en voyant les maisons traditionnelles réalisées par les Aïnous, qui sont les habitants premiers du Japon. Dans cette île de Hokkaido, il y avait les Aïnous, et les Aïnous avaient développé leur propre culture et faisaient des constructions en feuilles de bambou. Et j'aime beaucoup ce matériau qui est particulièrement souple. Donc en étant impressionné par ce matériau souple, j'ai voulu les copier. J'ai utilisé un matériau de la toile, enfin du tissu, en l'utilisant en deux épaisseurs, faisant circuler de l'air entre ces deux épaisseurs de tissu. Ça fait une isolation naturelle qui permet... Hokkaido est une île qui est située au nord du Japon, où il peut faire moins 30 degrés. Et même par moins 30 degrés, la chaleur est préservée à l'intérieur de la maison. On n'a pas besoin de murs, ça suffit, cette double épaisseur de tissu. Donc dans cet immense pâturage, moi j'ai réalisé le premier projet expérimental d'exemple d'architecture durable. Et les étudiants du monde entier, alors chaque année, c'est... Ça c'était à peu près il y a 10 ans. Et après, des étudiants du monde entier soumettent des projets, il y a un jury international qui décide que tel projet doit être réalisé. Et depuis, il y en a eu 9 qui ont été construits autour de cette première maison. Il n'y a pas encore eu d'étudiant français qui ait gagné à ce concours. Et ça, voilà, nous arrivons au projet qui nous réunit. Donc c'est Nest We Grow, qui est un projet des étudiants en architecture de Berkeley, qui a gagné le concours de l'année dernière et qui est maintenant réalisé donc, sur cette prairie de Memu, à Hokkaido. Et j'aime beaucoup ce projet. Et en fait, c'est des élèves d'une professeure d'architecture de Berkeley, Madame Dana Buntrock, et qui a vécu 10 ans au Japon, qui a beaucoup aimé, qui s'est laissé gagner par la beauté des bois japonais et l'architecture en bois en particulier. Et c'est pour cela qu'avec ses étudiants, ils ont présenté ce projet qui maintenant est réalisé dans la prairie de Memu. Ce que j'aime dans ce projet, c'est que il y a des petites unités qui gravitent tout autour du centre du projet, qui est l'âtre, la cheminée. Vous voyez sur le côté, il y a du saumon, il y a des légumes qui sèchent, il y a beaucoup de choses. Mais tous ces petits éléments, ce sont tous des acteurs. Et la circulation, Actor Network. Et ce sont tous des produits locaux. Les saumons ont été pris dans la rivière d'à côté. Les légumes qui sont en train de sécher là, sont dans les champs d'à côté. Et tous ces acteurs coexistent dans une harmonie de bonne aloi. Vraiment, j'aimerais bien qu'une équipe française gagne une fois ce concours. Donc ça, c'est les étudiants qui sont en train de plancher pour faire ce projet. Ils viennent, ils travaillent, ils le font. Et les paysans du coin qui participent, qui apportent leurs produits, qui veulent participer. Les saumons, voilà, je suis là avec les étudiants. C'est dans un endroit comme ça, vous avez vu le lieu et il y a une très belle forêt. Voilà, j'ai voulu terminer sur ce projet pour vous montrer que tout ce qui est sur cette terre, nous y compris, l'architecture y compris, ce sont des acteurs de la nature, de l'environnement, et que en travaillant avec des petites unités en opposition avec ce qui a été fait au XXe siècle, où c'était des gros bâtiments bien lourds, en béton, bien solides, il faut le plus possible travailler sur des petites unités qui correspondent à notre taille de petits acteurs
de façon à nous fondre dans le flux de la nature. L'architecture est aussi un acteur, nous sommes des acteurs, tout ce qui est sur cette terre est des acteurs, il faut que petites unités qui circulent tous en bonne entente. Merci. Voilà, merci beaucoup.